Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Fleurs d'Avocat, le podcast où je vais à la rencontre des avocats bien dans leur robe. Avant de vous présenter cet épisode, juste un petit mot pour vous rappeler que vous pouvez encore participer au petit jeu concours de Noël. Vous avez en effet jusqu'à dimanche 23 décembre à minuit pour vous rendre sur la page Facebook ou Instagram de Fleurs d'Avocat ou encore sur ma publication sur LinkedIn, liker la publication correspondante et taguer la fleur d'avocat que vous souhaiteriez entendre sur le podcast. Le gagnant recevra un bouquet de fleurs d'une valeur de 40 € pour lui ou pour la personne de son choix, généreusement offert par l'application de livraison de fleurs Dahlia, D-A-L-I-A. Je précise tout de même que la fleur d'avocat nommée par le ou la gagnante ne sera en aucun cas obligée de témoigner si elle ne le souhaite pas. Pour ce 8e épisode, je partage avec vous mon échange avec maître Vincent Filola, avocat au barreau de Paris depuis 2014, spécialisé en droit pénal, en droit des affaires et en droit de l'économie sociale et solidaire, et exerçant actuellement à titre individuel. Vincent co-préside également l'association Avocats sans frontières France. Vincent s'est taillé une robe sur mesure en s'impliquant dans des domaines du droit et dans des activités qui sont complètement alignées avec ses convictions politiques, et en particulier avec son attachement pour le service public. C'est très inspirant, il me semble, d'écouter une personne qui, comme lui, est très cohérente, très complète. Moi, ça me donne envie de bien réfléchir à ce qui est important pour moi et d'être créative dans ma manière de l'adresser, en n'hésitant pas à endosser plusieurs casquettes pour embrasser mon sujet. Et j'espère que cet épisode vous inspirera également. Merci à ma sœur, Cerise Maréchaux, de m'avoir parlé de Vincent. Bonne écoute! Bonjour Vincent Filola, merci d'être mon invité sur Fleurs d'Avocat. Alors Vincent, explique-moi, comment est-ce que tu es devenu avocat et pourquoi? C'est une vaste question. Écoute, je pense qu'un peu comme la plupart de nos confrères et consoeurs, je suis passé par une fac de droit et puis par Sciences Po également. Alors, Sciences Po, fac de droit, comment est-ce que ça s'est agencé? Pourquoi est-ce que tu as choisi de faire ça après ton bac? Je suis rentré en fac de droit à Toulouse après mon bac, j'y ai passé une licence et les masters qui m'intéressaient se déroulaient à cheval entre Sciences Po Toulouse et la fac de droit. C'était des diplômes sanctionnés par les deux établissements. Et moi j'étais à l'époque passionné, et je le suis toujours, par la géopolitique, les relations internationales et les droits de l'homme. Et donc j'ai fait un master en géopolitique et relations internationales qui était sanctionné par les deux universités. Et après ces 5 ans d'études à Toulouse, j'ai pris une année de césure pour partir voyager à l'étranger. Et quand je suis rentré... Où es-tu parti? Je suis parti plusieurs mois en Australie, puis en Amérique latine après, pendant 1 an. Et t'as travaillé là-bas ou t'as fait des... J'ai travaillé, mais c'était des petits boulots, ça n'avait rien à voir avec mes compétences professionnelles d'aujourd'hui. C'était vraiment tout type de boulot. Je bossais dans la restauration, sur des chantiers... et autres, et c'était vraiment une année où je me suis découvert et j'ai pris confiance en moi et j'ai abandonné tous mes repères pour les créer ailleurs, et ça c'était une année très enrichissante, au moins autant que toutes les années d'études que j'ai pu faire. Et quand je suis rentré en France, je me suis installé à Paris, j'ai repris une année d'études à la Sorbonne en droit international, toujours avec ce tropisme-là international, et je me dirigeais alors plutôt vers les métiers de la diplomatie qui me passionnaient depuis toujours. Petit, je me rêvais diplomate. Et non pas avocat. Je savais que j'avais une volonté forte de m'engager sur le terrain des droits de l'homme et qui a fini de me convaincre que c'était dans l'avocature que je m'épanouirais le plus, pour une raison qui est simple. Je pense que ça correspondait à mon profil, à mes attentes et à ma manière de travailler. Qu'est-ce que tu veux dire par là? C'est-à-dire que j'ai besoin d'indépendance. Et j'ai besoin d'avoir le sentiment d'être responsable de mon travail, dans ses succès comme dans ses échecs. Et c'est quelque chose que je peinais à trouver dans la haute fonction publique, qui me plaisait beaucoup par ailleurs. C'était une expérience merveilleuse, le Quai d'Orsay. J'ai rencontré des gens qui sont tous plus érudits, intelligents les uns que les autres, et qui sont tous au service des autres. Et ça, c'est une dimension qui me plaisait beaucoup dans la fonction publique, être au service de son pays ou de ses concitoyens. Mais je pense que j'avais pas la structure mentale pour affronter le métier de fonctionnaire, qui nécessite de se plier à un système, de se plier à une hiérarchie, de se plier à une hiérarchie, pas dans le sens où je suis pas intolérant aux ordres, aux directives, mais en revanche j'avais besoin de prendre mes responsabilités dans mon travail. Et ça, tu t'en es rendu compte quand et comment? Je m'en suis rendu compte au contact de
quelques personnes qui m'ont ouvert les yeux. Je ne vais pas faire de name dropping, mais mon ancien patron, Quai d'Orsay, qui est un ancien avocat, le président fondateur d'Avocats sans frontières aussi, François Cantier, qui est un avocat toulousain, qui sont des gens qui ont été très bienveillants avec moi et qui probablement m'ont guidé petit à petit vers ce métier parce qu'ils avaient peut-être mieux compris que moi ce que j'étais capable de faire et dans quoi je m'épanouirais le plus avec ce que je suis capable de faire. Et je pense a posteriori qu'ils avaient raison. Et ça avait été dur, enfin, les éléments déclencheurs qui t'ont amené à te faire te rendre compte de ça, est-ce que ça a été par entre guillemets, des crises ou des conflits ou est-ce que c'est juste du mentorat, des échanges? Non, je vais pas dramatiser ma situation. C'est pas ni un drame ni un conflit qui m'a amené à ces réflexions-là. C'est juste petit à petit on se découvre et vous savez, quand on est étudiant, on sait dans quoi on veut travailler, mais on ne sait pas comment on veut l'exercer. On sait ce qui nous intéresse et on ne sait pas vraiment quelle est la meilleure manière de mettre en mouvement toutes les compétences qu'on a acquises à l'université et les mettre au dessein de ce que l'on veut faire et de ce à quoi on veut se rendre utile. Voilà, se rendre utile, ça c'est une valeur cardinale pour moi. Se rendre utile et se mettre au service des autres. Ça, je savais que mon métier devait me permettre de faire ça. Et après, les compétences que j'ai acquises à l'université, dans le droit, dans la pratique du contentieux, et plus généralement des relations internationales et de la géopolitique, j'aurais pu les mettre à profit dans différents métiers. Et je ne fais pas partie de ceux qui disent je suis né avocat et je me voyais avocat tout petit. C'est arrivé sur le tard. Mais encore une fois, a posteriori, je pense que je ne pouvais pas trouver une voie qui me permette d'être plus dans la complétude de ce que j'aime faire et de ce à quoi je veux me rendre utile. Voilà, ce métier m'a permis vraiment de trouver ce à quoi j'étais destiné. On va le dire comme ça, ça fait un peu grandiloquent, mais je crois que c'était vraiment une destinée, ce métier. Et il fallait que je le comprenne, mais ça a pris du temps, mais j'y suis venu. Et donc du coup, tu quittes ce stage au Quai d'Orsay, où tu te dis que avocat, donc grâce quelque part au mentorat de ton maître de stage, c'est une voie pour toi, et là tu décides de passer le CRFPA, je suppose. Voilà. Alors, petite intermède, ça se passe en 2012, et il se trouve que je suis aussi très investi, très passionné de politique, et en 2012 je décide de prendre 6 mois pour me consacrer à la campagne présidentielle et être un militant à temps plein. Et donc j'ai passé le premier semestre de 2012 vraiment à m'investir, et c'était la première fois de ma vie dans une activité militante au service d'un candidat à la présidentielle et d'un candidat à la députation dans l'arrondissement où j'habitais alors. Et donc ça a été une année qui a aussi beaucoup compté pour moi parce que ça m'a fait prendre conscience aussi qu'il y avait une dimension militante dans tout ce que je faisais, dans tout ce que je voulais faire plus tard. Et qu'il fallait absolument que je trouve un moyen que mes compétences professionnelles me fassent vivre, mais nourrissent aussi ce désir de militantisme, c'est-à-dire de servir des causes et d'être au service de mes convictions. Et donc je savais que je ferais un métier, mais je ne le ferais pas n'importe comment et dans n'importe quel cadre. Il fallait que ça corresponde à mes valeurs, mes convictions et ce que j'ai envie de défendre dans la vie et un idéal de société. Et après cette campagne, j'ai passé l'été à bachoter et à préparer le CRFPA. J'ai fait une prépa même à l'époque parce que ça faisait un petit moment que je pratiquais plus le droit à proprement parler, donc il fallait que je me remette un peu à jour. Et je me suis inscrit dans une prépa qui a duré tout l'été, et puis j'ai passé le CRFPA, je l'ai eu. Et voilà, je suis rentré à l'école. À Paris donc. À Paris, à l'EFP. Le cycle classique, 6 mois de cours et 1 an de stage. J'ai fait mon premier, ce qu'on appelle le stage PPI auprès du défenseur des droits. Alors raconte un peu le défenseur des droits. Qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que tu as fait auprès du défenseur des droits exactement ? Le défenseur, c'est une institution administrative, une autorité administrative indépendante, alors qui réunit plusieurs anciennes institutions qui ont été réunies autour de lui, le médiateur de la République, le défenseur des enfants, le médiateur des métiers de la déontologie, des métiers de la sécurité, je ne me souviens plus l'intitulé de poste exact, mais voilà, et qui est chargé de veiller à la bonne application du droit et au respect des libertés fondamentales, et qui rend des avis, peut intervenir par voie de tierce intervention dans des procédures. Ça arrive souvent, notamment en droit social, dans les contentieux prud'homaux ou autres.
Et moi, j'étais au service, au sein du pôle Réforme et Liberté fondamentale, qui est un pôle qui a vocation à alimenter le défenseur des droits sur une meilleure compréhension des réformes qui sont à venir et qui touchent de près aux libertés fondamentales, et qui a aussi vocation à faire du lobbying, notamment auprès des parlementaires. Donc voilà, c'était un pôle assez central dans l'institution et qui est tourné beaucoup vers l'extérieur, parce qu'il a notamment pour vocation de porter la voix du défenseur des droits au Parlement, et notamment à l'Assemblée nationale et au Sénat, dans les projets de textes de loi qui sont en cours d'étude. J'y ai passé 6 mois. Du coup, ouais. Comment ça s'est passé? Alors c'était très intéressant, j'ai fait de belles rencontres, j'étais entouré de beaucoup d'élèves avocats comme moi qui faisaient leur stage PPI dans le même service. Ça m'a permis de faire mes premières rencontres dans le métier, mes premières amitiés dans le métier. J'ai rencontré des gens très bienveillants. Voilà, je ne sais pas quoi t'en dire de plus, parce que c'était une belle expérience. Ouais, c'était une belle expérience, puis surtout j'ai apprécié de pouvoir mettre le pied à nouveau dans l'administration. J'ai un immense respect pour les fonctionnaires, moi, et pour les gens qui travaillent dans les administrations, et dans des conditions franchement difficiles, à une époque où on a plutôt tendance d'une part à dénigrer le statut de fonctionnaire, et d'autre part à réduire de plus en plus les moyens dans la fonction publique. Alors que moi je considère que c'est un trésor dans notre pays. La fonction publique, elle nous protège, elle garantit nos droits, elle investit pour l'avenir et pour l'avenir de nos enfants. Et moi je suis très sensible à ceux qui s'engagent, et souvent dans des conditions pas faciles, souvent pour des salaires qui ne sont pas mirobolants, et au service des autres. Voilà, toujours pareil, il y a une dimension de se mettre au service des autres et au service du public et de l'intérêt général. Donc tu as aimé intégrer ce corps pour un stage de 6 mois? J'ai aimé, j'ai été fier d'intégrer ce corps. Voilà. Et j'ai été fier de pouvoir le faire une dernière fois avant de rentrer dans ce qui est tout l'inverse de la fonction publique, qui est une profession libérale. Même s'il y a quand même une valeur partagée, je pense qu'on peut dire d'une certaine manière que les avocats sont un peu délégataires d'un service public. On exerce une mission qui est pour moi une mission de service public, qui est d'assister les justiciables en justice, de les conseiller ou de les assister. Et c'est vrai que ce passage chez le défenseur des droits, c'est une grande fierté pour moi. Au même titre que d'avoir été au Quai d'Orsay, c'était une grande fierté, même si c'était que des stages, sans grande prétention. Mais voilà, j'ai rencontré de belles personnes et qui font une belle mission, qui participent à une belle mission. Donc voilà. Et après ce stage, tu as donc fait ton stage final? Après ce stage, j'ai fait mon stage final auprès d'un avocat pénaliste qui s'appelle Joseph Bréhan, qui est spécialisé en droit pénal international et en droit pénal. Là, j'y ai appris beaucoup auprès de ce confrère qui a beaucoup transmis, qui a beaucoup enseigné, qui venait de s'installer à son compte quand je l'ai rejoint, qui donc débordait d'activité et ne savait plus où donner de la tête. Et donc là aussi, ça a été une belle rencontre. On a créé des liens d'amitié forts, et à tel point qu'à l'issue de mon stage, il m'a proposé, à moi et à ma co-stagiaire, on était 2 en stage à cette époque, il nous a proposé de s'associer et de monter un cabinet ensemble. Et on a donc monté un cabinet qui s'appelait Ancil à l'époque, dont j'ai été associé pendant un peu plus de 3 ans. Donc en sortant d'école. Oui. C'est incroyable. Je pense que c'était des rencontres au bon moment, et de belles rencontres au bon moment, de gens qui se comprenaient, qui avaient un même dessein pour l'avenir, qui partageaient des valeurs et un même positionnement dans le métier aussi. Et donc ça s'est passé assez naturellement. Et je suis resté dans ce cabinet pendant 3 ans, un peu plus de 3 ans. Comment ça s'est passé du coup cette première association, j'ai envie de dire? Comme toutes les premières associations, il y a eu du bon, il y a eu du moins bon, et puis on a eu de très beaux dossiers, on a porté de très beaux combats. Donc ça c'est le bon. Ouais, on s'est bien entendu. Parfois c'était plus complexe parce que les relations humaines c'est toujours complexe. Et puis vous savez, on fait aussi un métier où il faut avoir une part d'ego pour faire ce métier, parce que bien souvent, a fortiori quand vous pratiquez la matière pénale, vous êtes un peu le dernier rempart de votre client face à l'institution, face à l'opinion publique, face aux parties civiles quand vous êtes en défense.
ou à la défense quand vous êtes en partie civile. Enfin, vous êtes un peu toujours seul contre tous quand vous faites ce métier. Et donc, il faut une part d'ego et il faut l'assumer, cette part d'ego, pour faire ce métier. Et du coup, quand vous montez une association, c'est aussi une association d'hommes et de femmes, et c'est aussi une association d'ego. Et parfois, les égos, ça se frictionne. Et puis, si vous voulez, je n'en tire rien de négatif de cette expérience. Elle s'est terminée au bout d'un peu plus de 3 ans. Pour quelle raison ? Pour des raisons qui nous appartiennent, je ne vais pas particulièrement m'étendre, mais aussi parce qu'on aspirait chacun à passer à autre chose. Ça s'est terminé sans armes, ni haine, ni violence, comme on dit. Je garde de bonnes relations avec mes anciens associés et collaborateurs. On avait une belle équipe autour de nous. J'éprouve beaucoup de fierté quand je repense à ces 3 ans de ma vie, notamment parce que la dimension entrepreneuriale m'a beaucoup plu, de créer une entreprise, parce que c'est ça. C'est ce que j'allais vous demander, ouais. Du coup, tu dis que vous aviez des collaborateurs, donc le cabinet a vraiment grossi. Oui, on avait recruté, on avait des stagiaires, des collaborateurs, collaboratrices, on avait une assistante. S'ils m'entendent, je leur souhaite le meilleur d'ailleurs. Voilà, moi c'est... si vous voulez, ça a été une dimension du métier qui m'a beaucoup plu, qui était vraiment de créer son entreprise, de recruter une équipe, de faire vivre des gens et de participer tous ensemble au succès d'une aventure collective. Ça m'a vraiment beaucoup plu. Il faut là, c'est pas un métier d'avocat, hein, mais il faut créer des projets. Ça fait partie du métier d'avocat, c'est trop méconnu d'ailleurs. Enfin, on n'en parle pas assez que ça fait partie du métier d'avocat. Oui et non, certains avocats se refusent à créer une entreprise et travaillent seuls ou éventuellement avec un ou 2 collabs autour d'eux et ça leur va très bien comme ça, et puis c'est un choix. Moi c'est vrai que j'avais dans l'esprit j'aimais bien l'idée de créer une petite entreprise du droit et ça a bien fonctionné. Et d'ailleurs ça fonctionne bien toujours parce que ce cabinet existe encore. Moi j'en suis parti, mais le cabinet existe encore. Il fonctionne bien, il y a une belle aura et c'est un cabinet qui s'est positionné autour du contentieux des droits de l'homme, du droit pénal international, et puis voilà, c'est une belle structure, et puis je suis très fier d'avoir participé à sa création, et je suis parti pour des raisons qui m'appartiennent, parce que j'avais envie d'autre chose, parce que voilà, et puis parce que les relations humaines sont telles qu'à un moment on a un peu moins envie de poursuivre ensemble, et il faut l'assumer, et il faut surtout partir avant que ça se détériore. Il faut savoir partir au bon moment, quand on sent qu'il va falloir partir. C'est un peu comme dans un couple, il faut savoir partir au bon moment. Et puis voilà. Et donc ça, ces nouvelles choses dont tu avais envie, c'était ? J'avais envie de reprendre mon indépendance, j'avais envie d'autre chose, j'avais envie de travailler avec d'autres personnes, j'avais envie de pouvoir aussi développer une nouvelle clientèle et dans d'autres segments. J'ai commencé par pratiquer le pénal, j'ai pratiqué beaucoup le pénal, je le pratique encore. Le pénal international, le pénal des droits de l'homme, le pénal de presse. Mais depuis 3 ans, je travaille aussi beaucoup dans le droit des affaires, le droit de l'économie sociale et solidaire. Donc, j'accompagne beaucoup d'entrepreneurs sociaux, je les aide à créer leur activité, à structurer leur entreprise. Et on travaille à plusieurs sur cette activité-là, avec plusieurs confrères, on est en réseau, on a des compétences différentes. Et moi j'interviens sur ce qu'on appelle le corporate, le droit des sociétés. Et c'est quelque chose qui me plaît beaucoup et j'avais envie de m'y consacrer aussi un peu plus. Et puis voilà, j'avais envie de nouvelle ère. Donc je suis parti en septembre 2017 pour m'installer à mon compte. J'ai rejoint des copains qui sont installés ici dans ces locaux. Donc ici, tu n'es pas associé, tu es à ton compte. Ici, on est tous à nos comptes respectifs. On est une grosse dizaine d'avocats assistantes. Et puis, pour l'instant, on est tous à nos comptes. On est en train, plus ou moins, de jeter les bases d'une nouvelle association progressive. On va voir comment, petit à petit, on va probablement mutualiser la structure. Et puis, on voit bien qu'il y a une très bonne entente entre nous. C'est très bienveillant. On partage des mêmes valeurs et une même envie de créer. Donc, probablement je ne veux pas prédire l'avenir, mais j'imagine que tout ça, c'est en réflexion. J'imagine qu'on aboutira probablement à quelque chose dans les mois à venir. Mais voilà, là, j'ai passé une première année à mon compte, à pouvoir aussi faire mes choix. Ce qui a été aussi peut-être ce qui m'a manqué un peu peut-être dans ma précédente association, de pouvoir faire mes choix qui n'engagent que moi. Et voilà, c'est plaisant aussi. Et donc, pour revenir sur ces choix qui n'engagent que toi, tu fais référence à
justement au fait de vouloir développer plus du corporate pour l'économie sociale et solidaire, ou est-ce que tu fais référence à d'autres projets? Non, pas nécessairement, mais de pouvoir travailler, de pouvoir véritablement choisir ma clientèle, travailler comme je l'entends, au rythme où je l'entends. J'arrive aussi à une période de ma vie où j'ai envie de prendre un peu du temps pour moi, donc c'était important pour moi. Il m'arrive plein de belles choses au plan personnel que j'ai envie de vivre à fond, et donc c'est vrai aussi que avoir un peu plus de liberté de mouvement et de liberté d'organiser son travail comme on le souhaite, c'est précieux aussi. Voilà. Mais pour ne rien te cacher, cette fibre entrepreneuriale me manque et j'aspire maintenant à recréer un collectif. Et j'ai bon espoir qu'on y arrive ici parce que toutes les conditions sont réunies et puis il y a une volonté commune, donc on va y arriver. Faire société. Voilà, exactement. Et comment est-ce que tu t'es formé? Parce que toi, tu venais du droit pénal, droit de l'homme, etc. Comment est-ce que tu t'es formé justement plus vers le corporate, droit des associations, parce que c'est une autre, c'est une autre mentalité, c'est une autre. Je m'y suis formé tout seul, comme un grand, en prenant de la documentation, en achetant des bouquins, en prenant conseil aussi. Je ne me suis pas jeté tout de suite sur des dossiers sans être capable de les traiter. Je me suis formé d'abord. J'ai suivi quelques cours en ligne, j'ai acheté pas mal de bouquins, j'ai demandé de l'aide à des confrères quand j'avais des choses que je ne savais pas faire. Puis surtout, j'ai fait appel à des confrères qui avaient des compétences différentes des miennes et pour créer un réseau, pour être capable de couvrir le plus large spectre possible de la vie des entreprises. Et comment j'en suis arrivé au domaine de l'économie sociale et solidaire? Parce que politiquement, déjà, c'est un sujet qui m'intéresse énormément. Je considère que c'est pas une économie marginale, c'est pas une économie de hippie comme on a tendance à le dire ou le penser parfois. Je pense que c'est l'économie de demain. Les entrepreneurs de l'ESS sont des gens qui réfléchissent à des nouveaux modes de gouvernance, à des nouvelles manières de créer de la richesse et de la partager, de la valeur ajoutée et de la partager, mais qui ne sont pas des entrepreneurs au rabais, au contraire, qui sont des gens qui sont souvent très bien formés, qui ont des très beaux concepts de société, qui portent de très beaux produits ou de très beaux services, qui ont tout à fait conscience qu'une entreprise a besoin de trouver une rentabilité pour survivre, mais qui ont envie de réfléchir à tout ce qui ne fonctionne plus dans la sphère entrepreneuriale actuelle et dans l'économie actuelle, qui ont envie de réfléchir à une gouvernance d'entreprise qui s'horizontalise un peu plus, qui implique plus ceux qui créent, à savoir les salariés, ceux qui font, qui implique plus les publics bénéficiaires, qui implique plus les parties prenantes à l'entreprise. Et aussi, ce sont des entrepreneurs qui ont compris que la création d'une valeur ajoutée, ça ne se traduit pas automatiquement ou systématiquement par la recherche de dividendes à verser. Que la rémunération des actionnaires, c'est important, mais ce n'est pas l'alpha et l'oméga de la destination de la valeur ajoutée créée par une entreprise. Qu'une entreprise, elle a aussi besoin de se pérenniser, de consolider ses fonds propres, d'intéresser ses salariés. Et que voilà, donc ce sont des gens qui ont à mon avis, compris que l'économie de demain sera vertueuse ou ne sera pas. Donc toi, tu avais envie de participer J'avais envie de participer à ça. Ouais. Et cette clientèle, tu t'es donc formé de manière autodidacte et en constituant un réseau pour apprendre, pour travailler ensemble parce qu'on est toujours plus fort à plusieurs. Et ensuite, cette clientèle, elle est venue, tu es allé la chercher / elle est venue à toi parce que c'est un réseau que tu t'es constitué dans le cadre de tes activités d'engagement extra-professionnel, politique, disons. Oui, parce qu'on est allé très vite avec ce réseau d'avocats à la rencontre des incubateurs d'entreprises sociales franciliens qui font un travail colossal d'accompagnement des entrepreneurs et des entrepreneurs sociaux. Je pense à Entropia, au SenseCube, au Make Sense, à Ticket for Change, aux chaudronneries de Montreuil, qui sont vraiment des lieux où se fédèrent les entrepreneurs, où ils sont mis en synergie, où ils sont accompagnés, où on leur trouve des mentors, de l'appui, des locaux, où on les aide à construire leur stratégie d'entreprise, où ils peuvent se confronter les uns aux autres. Et donc on s'est mis en lien très vite avec ces incubateurs qui ont compris que notre cabinet se positionnait sur une solution de prolongement d'incubation au plan juridique.
parce que ça c'était un autre constat qu'on faisait, il y avait une fracture nette sur le marché entre les entrepreneurs et a fortiori dans le domaine de l'ESS et les cabinets d'avocats. Et je pense qu'il y a aussi une difficulté chez mes confrères à sortir de la logique habituelle de prestataire de services pour pouvoir rentrer pleinement dans une logique de partenaire. Il faut comprendre quand on a affaire à des entrepreneurs qui commencent leur activité avec peu, voire rien, et qu'il faut savoir qu'en revanche ces entrepreneurs-là sont des preneurs de risques, ils prennent tous les risques. Risques fiscaux, les risques sociaux, les risques salariaux, ils ne se payent pas pendant des mois, voire des années avant que leur projet fonctionne, etc. Et que quand ils ont besoin d'aide, eh bien, il faut savoir ne pas se comporter seulement comme un prestataire, mais comme un partenaire, c'est-à-dire savoir prendre une part du risque. Ça veut dire très concrètement savoir sacrifier ses conditions habituelles d'intervention, savoir faire un peu de pro bono, un peu de low bono. C'est intéressant ce que tu dis parce que j'ai interviewé, donc c'est l'épisode qui va être diffusé jeudi, donc ce sera l'épisode 6, Arthur Mirand, qui vient de monter son cabinet parallèle avocat, donc c'est du droit collaboratif, tout ce qui est les plateformes collaboratives, donc du numérique. Et aussi en épisode 7, il y aura Clarisse Bérébi qui est associée chez Bold. Et donc c'est deux avocats dont les structures vraiment s'adressent, enfin leur clientèle, c'est des start-upers, des jeunes entreprises, éventuellement des jeunes entreprises innovantes, enfin ça dépend un peu des secteurs. Et ils tiennent à peu près le même discours que toi, ils réfléchissent vraiment à revoir en fait cette position de l'avocat comme juste prestataire de service et passer à un business partner, un partenaire de... Mais parce qu'il n'y a pas d'autre position à tenir. Ouais. En réalité, ça part d'un constat, cette position, c'est que les start-upers, il y avait une telle fracture entre le monde, pas que les avocats, mais les avocats, les comptables, enfin, tous ceux qui, de près ou de loin, accompagnent le développement d'une entreprise. Quel était le constat? C'était que les start-upers, n'ayant pas les moyens de s'offrir les services d'un avocat d'affaires, ça coûte cher un avocat d'affaires, surtout à Paris, c'est des avocats qui travaillent entre 300 et 600 ou 700 euros de l'heure dans les plus gros cabinets. Vous comprenez bien que quand vous lancez votre boîte avec quelques milliers d'euros pour tout faire au départ, on ne peut pas s'offrir les services d'un avocat d'affaires. Et donc, qu'est-ce qu'ils font les entrepreneurs? Eh bien, soit ils se passent de nos services, et donc ils font mal, soit ils tentent de faire eux-mêmes, ils font mal, soit ils partent par des solutions low cost, type des sites internet de prestations low cost en ligne, qui sont souvent des choses assez systématiques et systématisées et automatisées, et qui ne sont donc pas forcément toujours très bien adaptées au projet d'entreprise qui est porté. Et donc, si on veut ramener l'avocat dans la sphère entrepreneuriale, il faut que l'avocat comprenne la dimension d'entrepreneur, soit lui-même un entrepreneur, endosse lui-même une part du risque. Et ça veut dire savoir miser sur des projets, parier sur des projets que l'on pense bons et qui vont marcher, et les accompagner jusqu'à qu'ils fonctionnent, avec le secret espoir que quand ils sont sur les bons rails et qu'ils ont trouvé leur marché, ils vous restent fidèles et que vous puissiez alors à ce moment-là commencer à revenir à des conditions d'intervention plus habituelles, qui correspondent à vos conditions normales d'intervention. Mais avant ça, il y a une phase d'incubation. Voilà. Je vois mon cabinet comme un incubateur juridique d'entreprise. Voilà. On parie sur des entreprises dont on pense qu'elles apportent un service utile ou qu'elles produisent quelque chose d'utile, et on va tenter de les accompagner. Ça ne veut pas dire totalement bénévolement, parce qu'il faut bien convivre, mais ça veut dire de fixer des conditions d'intervention qui sont en adéquation avec ce qu'ils peuvent s'offrir et qui sont tenables pour vous aussi. Et voilà, jusqu'à que l'entreprise fonctionne et trouve son marché. Et vous travaillez, juste par curiosité, parce que je ne veux pas non plus trop m'étendre là-dessus, mais vous travaillez par forfait par exemple ou... Oui, alors ça dépend. Ouais, ça dépend. C'est par forfait ou avec des taux horaires très préférentiels, il y a vraiment différentes formules. Parfois, c'est même du pro bono parce qu'on y croit et qu'on se dit là, ils n'ont rien, mais demain, ils auront trouvé leur marché, leur succès. Donc, c'est vraiment... Là, pour le coup, on respecte notre serment, on fixe nos honoraires en fonction de la capacité du client, quoi. Donc, c'est vraiment... on essaie de trouver les meilleures manières de fonctionner. Et comment, parce que moi, quand je t'entends, il y a plusieurs choses qui attisent ma curiosité, mais déjà, j'ai l'impression que tu es presque à l'intersection de deux cabinets d'avocats, c'est-à-dire le cabinet
que peut-être tu vas construire ici avec les confrères et consoeurs avec qui tu partages les locaux et les confrères et consoeurs avec qui tu travailles en réseau justement par rapport à ces questions. Ce sont plus ou moins les mêmes. C'est les mêmes. D'accord, ok. Il y a quelque chose près. Ok. Ce sont plus ou moins les mêmes, ils sont à peu près tous là, donc. Ok, d'accord. Non, c'est très cohérent. Et par rapport à ton activité de pénaliste, comment est-ce que la part en fait des deux, est-ce que tu saurais l'identifier? Bon, je vais dire assez bêtement, j'ai une troisième casquette, je suis président d'une ONG, je suis coprésident d'Avocats sans frontières France, une ONG de défense des droits de l'homme et qui occupe aussi une bonne partie de mon temps, et pour faire très simple, c'est à peu près un tiers. Voilà, un tiers sur l'ONG, un tiers sur le droit des sociétés et le droit des affaires, et un tiers sur le droit pénal à peu près. Alors du coup, ça me donne l'occasion de te demander de me parler de cette casquette au niveau d'Avocats sans frontières France. Oui. Quand est-ce que tu as commencé ton engagement auprès d'eux? Voilà, avant même d'être avocat, en rentrant à l'école de formation des élèves avocats. Avocats sans frontières France, c'est une ONG qui a été créée il y a 20 ans par François Cantier, qui est un confrère du barreau de Toulouse. Il détesterait l'entendre et j'aime pas trop le dire, mais si je devais me trouver un mentor dans cette profession, ce serait probablement lui. Quelqu'un qui m'a beaucoup conseillé, qui est très bienveillant avec moi, qui m'a beaucoup protégé dans ce métier aussi. C'est un homme formidable qui a passé les 20 ou 30 dernières années de sa vie à défendre les victimes de violations flagrantes des droits de l'homme partout où elles se trouvent, qui a écumé tous les théâtres de guerre, qui a donné beaucoup de sa personne au service des autres et de juste cause, et qui a été très inspirant dans mon parcours. Et il a dirigé cette organisation pendant presque 20 ans. Et quand je suis rentré à l'école de formation des élèves avocats, pour moi, c'était tout naturel de rejoindre Avocats sans frontières France. C'est une manière justement, comme je te l'ai expliqué tout à l'heure, d'allier mes compétences et mon désir de militantisme. C'est-à-dire mon désir de mettre mes compétences au profit des justiciables de manière désintéressée. Traduction, ASF, je m'y suis engagé pour faire mon métier d'avocat sans avoir à me préoccuper de la facture à la fin du dossier. Je dis ça, c'est volontairement provocateur ce que je dis, mais c'est pas que ça, mais c'est aussi ça. Voilà, c'est être avocat dans un cadre désintéressé au service de juste cause et de ceux qui en ont le plus besoin, parce qu'on est vraiment au service de ceux qui en ont le plus besoin chez ASF. Au début, qu'est-ce que tu faisais chez ASF? Au début, du travail de fond. Je me souviens notamment avoir participé à l'élaboration de la saisine d'un rapporteur du rapporteur spécial sur les défenseurs des droits de l'homme sur un cas très particulier, l'assassinat du président d'une ONG congolaise, Floribert Chebeya, l'ancien président de la Voix des Sans-Voix, directeur de la Voix des Sans-Voix, qui a été assassiné en RDC. Et puis j'en suis rapidement devenu administrateur d'Avocats sans frontières. Donc un travail d'administrateur, ça consiste en quoi? C'est juste pour que les auditeurs comprennent un peu mieux concrètement. Le travail d'administrateur, ça consiste à accompagner la structure au plan administratif et financier, surveiller que la structure soit correctement gérée au plan administratif et financier, en fixer les grandes lignes et les orientations stratégiques. Et ensuite, il n'y a pas de rôle précis d'administrateur, c'est en fonction de ce que l'on décide d'attribuer comme rôle à l'administrateur au moment où il a son mandat. Et moi, je me suis rapidement investi dans la représentation d'ASF au sein des instances dont elle est membre, et notamment de l'Organisation internationale de la francophonie. Et donc, je me suis beaucoup impliqué là-dedans. Voilà, j'ai été administrateur pendant 1 an et demi, et puis François Cantier nous a informé qu'il avait l'intention de passer la main et qu'il souhaitait un peu prendre du champ, se consacrer à autre chose, rester bien évidemment présent dans Avocats sans frontières, mais quitter ses fonctions de président exécutif. Et donc nous avons été désignés coprésident avec un autre confrère, Julien Portier-Quessas, qui est du barreau de Toulouse, et on essaie de se répartir utilement les tâches. Julien est plus dédié au suivi administratif et financier du siège, et moi je suis plus dédié à l'activité de représentation d'ASF. Que te dire de plus? Comment est-ce que ces 3 casquettes
se complémentent? Comment est-ce qu'elles dialoguent entre elles, si elles dialoguent entre elles? Elles sont très complémentaires. C'est assez pénible de devoir tout gérer d'un coup parce que ça fait beaucoup de choses, mais elles sont très complémentaires. Par exemple, la casquette pénale et la casquette corporate sont nécessaires l'une à l'autre. Je fais du corporate parce que je fais du pénal et je fais du pénal parce que je fais du corporate. Parce que ce sont des clientèles par nature très différentes. Donc j'ai en face de moi des personnes très différentes qui ont besoin de moi à différents niveaux et j'ai besoin de ça pour trouver là encore un sentiment de complétude dans ce métier. Dans le pénal, vous avez affaire à des gens qui sont détruits ou qui ont détruit, qui sont désœuvrés, qui sont souvent au plus mal, au fond du gouffre. Et dans le droit des affaires, le droit de l'économie sociale et solidaire, vous avez affaire à des gens qui sont au contraire très dynamiques, qui créent, qui ont envie de créer, qui sont dans une démarche souvent collective, très positive, qui se tournent vers l'avenir. Et donc vous voyez bien que ces deux natures de clientèle qui sont très différentes et qui pour moi j'ai besoin de ça. J'ai besoin de ma clientèle d'affaires pour avoir le souffle suffisant pour m'occuper de ma clientèle pénale. Et j'ai besoin de cette énergie et de ce que m'apporte le pénal, dans le sens où je pense que c'est tout de même dans le pénal que j'ai le sentiment d'être le plus utile à mon client. Parce que c'est vraiment là, dans le pénal, qu'on a le sentiment d'être un peu le rempart contre les injustices, pour la bonne garantie des droits. Il y a quelque chose de très exaltant dans le pénal. On plaide, on est à l'audience, c'est physique le pénal, on est tout le temps en mouvement, c'est pas statique, on est rarement au bureau. Et puis c'est très exaltant, on se sent indispensable en réalité. Le droit des affaires, c'est plus de long terme, c'est plus calme, c'est plus sécurisant aussi pour un cabinet. Donc voilà, ça apporte un équilibre à la fois psychique et matériel qui se complète. Et je ne ferais rien de tout ça si je n'avais pas la possibilité, par ailleurs, de mettre mes compétences au service des autres, de manière désintéressée, via mon engagement associatif. Donc l'un ne va pas sans l'autre. Il y a 3 casiers, mais les 3 s'ouvrent en même temps et se ferment en même temps. Et matériellement, comment est-ce que tu t'organises? Péniblement. Ça veut dire quoi, péniblement? Ça veut dire que je pense que j'ai la chance inouïe d'avoir une compagne qui fait le même métier que moi, avec le même niveau d'engagement, donc qui ne me reproche pas trop de passer 80 ou 90 heures par semaine à travailler. Mais j'ai bien conscience que ça tiendra un temps et qu'il arrive un moment où il faut soit mieux s'organiser, soit réduire la voilure, parce que je pense que c'est pas tenable, mais pour l'instant je ne me pose pas plus de questions que ça. Est-ce que tu travailles avec un collaborateur ou une collaboratrice? Ou un stagiaire? Oui. Stagiaire. Oui. J'ai une collaboratrice que l'on a recrutée avec 2 autres confrères qui sont ici dans les locaux, qui est une ancienne stagiaire qui nous a rejoint après sa prestation de serment. Nous avons également une stagiaire actuellement. Puis alors les stagiaires pour moi c'est essentiel parce que je l'ai été aussi stagiaire et que je pense que c'est nécessaire de donner sa chance à celles et ceux qui arrivent, de venir observer le métier, apprendre le métier dans un cabinet, etc. Il faut savoir ce qu'on a reçu et il faut savoir rendre aussi. Moi, j'ai eu une chance inouïe de faire mes stages aux bons endroits, avec des gens très bienveillants qui ont été toujours très qui m'ont beaucoup accompagné, qui laissent beaucoup d'autonomie, qui apprennent beaucoup de choses, qui sont beaucoup dans la transmission, que ce soit au Quai d'Orsay, chez le Défenseur des droits ou auprès de Joseph Briam. J'avais toujours autour de moi des gens qui étaient beaucoup dans la transmission et qui savaient transmettre. Et je pense qu'il faut, une fois qu'on est ensuite en mesure de transmettre, il faut le faire. On fait, d'ailleurs dans tous les métiers, mais c'est très flagrant dans le nôtre, on fait un métier où on acquiert de l'expérience et on acquiert un savoir. Le droit, c'est pas que écrit dans les livres. Il y a ce qui est écrit dans les livres et il y a ce que l'on apprend dans la pratique. Et je considère que le savoir, c'est pas un trésor qui nous appartient en nom propre. C'est quelque chose que l'on doit
restituer aux autres, que l'on doit transmettre. C'est comme un médecin, à la fin de sa carrière, il a une compétence, il a un savoir qu'on trouve nulle part. Il sait sauver la vie des gens, et au-delà de ce qu'on apprend à l'université en médecine, je considère qu'un médecin, il n'a pas le droit de partir à la retraite tant qu'il n'a pas transmis son savoir, parce que c'est trop précieux pour le reste de la société, et dans une moindre mesure, parce que on ne sauve pas littéralement la vie des gens quand on est avocat, on les aide, on leur porte secours bien souvent dans des situations problématiques ou dont ils ont besoin de nous. Mais dans une moindre mesure, je considère aussi que l'avocat, il a le devoir de transmettre ce qu'il sait faire, ce qu'il a appris, etc. Donc c'est important pour moi, et d'ailleurs ça c'est quelque chose qui est partagé par tous les avocats de ce cabinet, c'est important de recruter des stagiaires. Déjà parce que c'est très utile, parce que ça travaille et ça nous aide bien dans le travail au quotidien, nos stagiaires, ils nous aident bien. Mais aussi parce que c'est notre devoir de les accueillir, de leur apprendre des choses, de leur transmettre ce qu'on sait faire, même quand on ne sait pas faire grand-chose, parce qu'on n'a pas beaucoup d'années de barre, mais il faut le transmettre toujours. Déjà, merci d'avoir répondu à ma question avant même que je la pose. Et non, mais c'est super. Et moi, du coup, je commence à avoir un certain nombre, quelques interviews derrière moi, et c'est fou à quel point les avocats que j'ai interviewés jusqu'à maintenant, qui sont donc des avocats épanouis, sinon ils ne seraient pas sur le podcast, ont presque tous été dans un contexte où ils ont été formés par un mentor ou par quelqu'un qui les a vraiment pris sous leur aile. Et c'est fou à quel point tous, ils ont une envie de transmettre, tous ou presque, ils ont une envie de transmettre à leur tour. Il y a ce cercle vertueux, vraiment, ça attire mon attention, quoi. Donc c'est chouette. Bah oui, mais parce que c'est un métier qu'on apprend beaucoup sur le tas, le métier d'avocat. C'est faux de dire qu'on l'apprend à l'université ou même dans l'école de formation. On y apprend beaucoup de choses à l'école de formation, je ne la dénigre pas, mais on n'apprend pas à être avocat. On n'apprend pas à être avocat, on le devient. On le devient en pratiquant. Et en pratiquant au départ dans les jupons de celui qui vous apprend le métier. Et c'est vrai que c'est un métier de l'oralité, c'est un métier de la transmission. Il y a des choses. Vous voyez, par exemple, quand on est pénaliste, on vous dira souvent ce qu'il y a de plus important au pénal au moment du procès, c'est le sens de l'audience. C'est savoir prendre le pouls d'une audience, interpréter la telle mimique de tel juré, savoir à quel moment il faut ouvrir ou fermer sa gueule, pardon pour l'expression, mais savoir à quel moment il faut interroger le témoin ou plutôt le laisser tranquille, comprendre à quel moment on exaspère les juges ou à quel moment ils ont envie qu'on aille plus loin dans le raisonnement. C'est avoir du flair. Ça, vous le trouverez dans aucun bouquin. Personne ne peut théoriser ça, parce que c'est déjà intrinsèquement lié à ce que vous êtes et à votre perception des autres. Et puis parce que voilà, c'est quelque chose qu'on peut apprendre éventuellement par capillarité, c'est pas le terme que je cherche, mais par mimétisme. On peut voir faire les autres, voir faire son maître de stage, voir faire l'associé pour qui on bosse, et s'en inspirer, comprendre pourquoi il a fait ça, à quel moment, etc. Et puis après le refaire soi-même, mais en tout cas on ne peut pas l'écrire, on ne peut pas le théoriser, c'est trop... Et toi concrètement, ou peut-être vous, mais surtout toi, comment est-ce que tu transmets ? Comment tu fais avec tes stagiaires et avec tes collaborateurs pour leur transmettre ? Comment tu t'organises ? Alors, j'espère que quand elles écouteront ce podcast, elles ne riront pas parce qu'il y aurait un décalage entre les paroles et les actes, mais j'ai le sentiment en tout cas déjà d'une part de laisser beaucoup d'autonomie. C'est-à-dire, je pense que la pire des choses, c'est de dire tout de suite comment il faut faire. Je pense qu'il faut laisser la personne faire d'abord, quitte à ce qu'elle se plante, et quitte à ce que vous perdiez du temps à corriger ou à lui expliquer que c'est pas comme ça qu'il faut faire ou autre. Mais je pense qu'il faut déjà laisser faire. Parce que laisser faire, c'est laisser la personne dans l'autonomie de son travail de recherche, dans l'autonomie de son travail de rédaction. Ça lui permet de mieux maîtriser les outils de recherche juridique, de doctrine, etc. Et puis, parce que ça permet aussi de prendre confiance en soi, l'autonomie. Et c'est ce qu'il y a de plus important. Ensuite, une fois qu'elles ont fait, ou qu'ils ont fait, on corrige ensemble. Et autant de fois que nécessaire jusqu'à arriver à la bonne version. Si je dois demander 20 fois de repasser sur un jeu de conclusion, je le demanderai 20 fois et je n'hésiterai pas.
Et ça aussi pour que le stagiaire ou le collaborateur comprenne bien le niveau d'exigence qui est requis dans ce métier. On engage notre responsabilité personnelle dans les dossiers. Et donc on a un niveau d'exigence absolu et de rigueur absolue. Quand on dit à un client voilà ce que dit le droit, on ne peut pas se tromper. On n'a pas le droit de se tromper. Et quand on lui propose une stratégie, il faut qu'on lui propose la stratégie la plus pertinente. Je n'hésite pas à être un peu tyrannique sur le travail de rédaction, sur la qualité de la plume par exemple. Il faut que quand on rédige quelque chose à un client, il faut que ce soit compréhensible, il faut que tout le monde puisse le comprendre, quel que soit le niveau d'études ou le niveau de lettres du client. Et donc j'hésite pas à être un peu tyrannique sur ce point-là, sur cet aspect-là. Voilà, j'aime les choses bien écrites, claires, compréhensibles et très rigoureuses sur le plan du droit. Après, pour le reste, je pense que la meilleure manière d'apprendre, c'est de suivre partout. Donc je propose systématiquement aux stagiaires de m'accompagner en audience, au rendez-vous avec les clients autant que possible, quand c'est possible. Bien sûr, des fois, c'est pas possible, donc on évite, mais autant que possible d'impliquer. Parce que moi, j'ai appris comme ça et je crois beaucoup qu'on apprend par mimétisme, donc qu'on apprend en regardant faire. Peut-être que je me trompe, mais en tout cas, moi, c'est comme ça que j'ai fait, donc je reproduis les mêmes schémas, je pense. J'ai discuté du podcast avec un ami récemment et il me disait mais moi je pense que les avocats ils n'ont aucun intérêt à former leurs collaborateurs, leurs stagiaires pour qu'ils deviennent autonomes et indépendants parce que finalement ça veut dire qu'ils forment leurs concurrents. Et donc, non mais en fait je trouve ça intéressant parce qu'il me dit mais est-ce que tu as réfléchi, est-ce que tu as analysé aux raisons pour lesquelles il y a autant de mauvais management chez les avocats, etc. Et je lui ai demandé lui ce qu'il en pensait et donc il me dit ça et bon, moi je suis pas du tout d'accord avec ça. Je pense que c'est un cercle vertueux et que il n'y a pas moins de part de gâteau parce qu'on forme plus de bons avocats et donc de concurrents mais c'est vrai qu'en tout cas toi ton discours il vient complètement en contrepoint de ça. Ah complètement. Non, je trouve que c'est une hérésie de dire ça parce que déjà c'est sain la concurrence. Moi je n'attends qu'une chose, c'est que mes stagiaires et collaborateurs deviennent meilleurs que moi et me challenge. Parce que comme j'ai beaucoup d'ego, je supporte pas l'idée qu'on puisse être meilleur que moi. Et donc je chercherai à... Enfin vous voyez, non, c'est sain la concurrence. Ça pousse à donner le meilleur de soi-même en permanence et à être challengé et à accepter d'être challengé. C'est sain pour soi-même et c'est sain pour les clients en fait. Enfin je veux dire, il faut arrêter de penser à soi un peu. On sert le justiciable. On sert pas la soupe aux avocats, on sert le justiciable. Et donc le justiciable, il a tout intérêt à ce que les avocats soient en concurrence, à ce qu'ils soient toujours meilleurs et toujours moins chers. Ouais, c'est con, hein, mais c'est comme ça. C'est con pour nous, les avocats, mais c'est comme ça. Et c'est bien pour les justiciables. Donc il y a un moment, il faut savoir s'oublier un peu derrière la fonction et derrière ce à quoi on sert. Voilà, mon utilité, elle est au service des justiciables. Et donc ils sont en droit d'attendre qu'une saine concurrence produise les meilleurs avocats, d'une part. Et ensuite, en interne, mais tant mieux que mes collaborateurs deviennent demain excellents. Mais tant mieux, le niveau de qualité de service de mon cabinet n'en deviendra que meilleur. Et puis surtout, je ne me suffis pas à moi-même et à mes clients. J'ai besoin, quand je recrute, et c'est justement peut-être la différence entre un stagiaire et un collaborateur, quand je recrute un collaborateur, il a encore besoin d'être formé, mais c'est aussi quelqu'un avec qui j'ai plaisir à mettre autour d'une table, on ouvre le dossier ensemble, on le regarde ensemble et je lui dis qu'est-ce que t'en penses ? Et je lui dis ce que moi j'en pense et on y réfléchit ensemble, parce que je suis pas le seul sur Terre à avoir des bonnes idées et encore heureux. Et parfois j'ai même de très mauvaises idées et encore heureux que ma collaboratrice me rappelle à l'ordre en me disant non, là à mon avis tu fais fausse route pour ça et ça. Et si elle est convaincante, elle m'aura ouvert les yeux. Et tant mieux pour le client derrière. Donc non, moi je trouve qu'on a tout à gagner à former correctement ses collaborateurs et à ce qu'ils deviennent très bons, voire même meilleurs que nous. Au contraire même. C'est totalement irrationnel de craindre ça. Pour terminer cet entretien, j'ai 3 petites questions. Qu'est-ce qui t'a inspiré dernièrement ? Qu'est-ce qui m'a inspiré dernièrement ? Tiens, voilà, quelque chose qui m'a inspiré. Au sein d'Avocats sans frontières, on a
notre cœur de métier, c'est le renforcement de capacité. C'est-à-dire qu'on répond à des appels à projets de bailleurs internationaux sur des pays donnés, et on va faire des activités de formation, de renforcement de capacité auprès des acteurs de la chaîne pénale au sens large. Avocats, magistrats, policiers, militants associatifs, peu importe. Il y a quelques mois de ça, je suis parti en Centrafrique pour une mission exploratoire en vue de construire un projet d'accompagnement, de renforcement de capacité des avocats sur place. J'ai trouvé un pays qui a été ravagé par la guerre civile, qui est toujours ravagé par la guerre civile, où l'État ne contrôle que 2 ou 3 provinces sur les 17 provinces qui composent le pays, où l'institution judiciaire est recroquevillée sur Bangui et ne peut plus se déployer sur tout le reste du territoire, où vous risquez de mourir dès que vous mettez un pas hors de votre hôtel, si vous n'êtes pas dans un environnement ultra sécurisé avec une voiture blindée et un chauffeur armé. Et j'ai rencontré sur place plusieurs confrères dont certains d'entre eux sont investis au service des droits de l'homme. Je pense notamment à Célestin Nzala, qui est le président de l'association Sœurs Avocats sans frontières Centrafrique. Et je me suis dit, moi qui ai le sentiment de faire un métier compliqué, de défendre des gens dans des situations pénibles et compliquées, je vois que dans d'autres pays dans le monde, faire le même métier, c'est s'exposer à un risque de mort. C'est le faire dans des conditions épouvantables au plan matériel. Le faire en étant extrêmement précarisé, comme le sont la plupart de nos confrères centrafricains. Un autre exemple inspirant, c'est l'avocat d'Asia Bibi, Saïf Al-Moulok, un avocat pakistanais qui est menacé de mort aujourd'hui au Pakistan pour avoir réussi l'exploit de faire acquitter cette jeune femme qui était innocente, qui risquait elle-même aussi la peine de mort pour blasphème. Ce confrère, il a été obligé de fuir son pays. Il ne peut plus mettre les pieds au Pakistan, il a dû quitter sa famille, quitter ses amis, quitter son cabinet. Il est réfugié en Europe aujourd'hui. On essaye de l'aider d'ailleurs avec Avocats sans frontières et l'Observatoire international des avocats en danger. Voilà, ça ce sont des gens qui sont inspirants. Des gens des confrères de par le monde qui nous renvoient le signal que être avocat, c'est pas tout à fait anodin comme métier. Dans certains endroits dans le monde, vous pouvez en mourir d'être avocat et d'avoir défendu des justes causes. Alors nous, les avocats français et européens, qui avons le luxe de pouvoir défendre des justes causes dans des conditions de sécurité optimales, je ne vois pas ce qui justifie qu'on passe à côté de cet engagement dans la profession. Voilà. Je pense que être avocat aujourd'hui en Europe et ne pas, à un moment donné, porter intérêt et attention à la cause des dizaines de milliers de réfugiés qui arrivent sur le sol européen tous les ans, c'est être un imposteur. Être avocat aujourd'hui et ne pas défendre l'abolition de la peine de mort dans le monde, c'est être un imposteur. Voilà, il y a des confrères qui m'inspirent parce qu'ils ont un courage que je ne serais pas certain d'avoir si je les imposais dans les mêmes conditions qu'eux. Et donc ils m'inspirent et ils nous obligent quelque part. Voilà. Ta dernière joie? Ma dernière joie, je sais pas, dernier bonhomme que j'ai vu sortir de détention. Il y a 2 semaines, j'ai obtenu un aménagement de peine pour un jeune homme, un Sud-Américain, qui s'était fait prendre dans une affaire qu'il a un peu dépassée et qui a été mis en détention et qui n'avait rien à y faire. D'ailleurs, je pense que l'immense majorité des détenus n'ont rien à faire en détention. Je trouve que c'est un des drames de la politique pénale en France, que l'alpha et l'oméga de la sanction pénale ce soit le pénitentiaire. Je pense que c'est l'un des premiers vecteurs de récidive, qu'on rentre petit délinquant et qu'on en sort souvent grand délinquant, voire criminel, que rien n'est fait pour faciliter la réinsertion, que les services d'accompagnement à la réinsertion, le SPIP, les juges d'application des peines et autres sont en sous-effectif notable et n'ont pas les moyens de faire correctement leur mission. Et je pense que la prison est l'un des problèmes majeurs, pas que l'état des prisons. L'état des prisons est un problème bien évidemment majeur,
mais aussi notre réflexion autour du sens de la peine et de la politique pénale et du tout carcéral en France est un problème majeur de la justice en France. Et à chaque fois que j'en vois sortir un de prison, ça me remplit de joie pour plusieurs jours. Parce que j'ai le sentiment d'avoir littéralement aidé quelqu'un à sortir de l'enfer. C'est l'enfer, la prison. Voilà. J'ai rien de plus à en dire. Qu'est-ce que tu portes sous ta robe ? Cette montre qui m'a été léguée par mon grand-père. Mon grand-père, voilà. Qui, comme beaucoup de grands-pères, s'est battu avec des armes pour préserver nos libertés et la République. Et ça a du sens aussi pour moi. L'engagement, je vous parlais tout à l'heure du courage de mes confrères à l'étranger qui font un métier dans des conditions autrement plus pénibles. Il y a 50 ans ou 60 ans plus tôt, des gens de mon âge et même plus jeunes, ils prenaient les armes pour nous assurer un avenir à nous, ceux qui allons arriver plus tard, et protéger la République. Voilà, je suis très respectueux de cette mémoire-là. Et je porte toujours cette montre depuis quelques mois maintenant. Je l'ai faite réparer et voilà, elle m'accompagne à toutes les audiences. Merci beaucoup Vincent pour cette interview. Merci. Si vous avez aimé l'épisode, pensez à laisser un commentaire et des étoiles sur iTunes ou l'application podcast que vous utilisez, à me le dire en privé, à remercier Vincent et aussi à en parler autour de vous. C'est ce qui m'aide le plus. Merci beaucoup pour votre écoute et je vous souhaite un joyeux Noël.